Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à l'espace communautaire CEDEAO face à ces défis. Nous en parlons avec Monsieur Régis Hunkwe. Vous êtes géopolitologue. Monsieur Hunkwe, une CEDEAO des peuples est-elle possible? Oui, elle est totalement possible. Une fois encore, j'en suis convaincu. Moi, très personnellement, je me sens, je suis bien sûr béninois, mais je me sens totalement ouest-africain. Je me sens, j'irai pas jusqu'à dire que je me sens nigérian, togolais, ghanéen, mais je me sens toutes ces nationalités, je me sens de tous ces pays à la fois, dans la mesure où peut-être que c'est une façon, non pas d'idéaliser la CEDEAO, mais d'être très très réaliste. Donc oui, une CEDEAO des peuples, elle pourrait exister. Et d'ailleurs, pourquoi, post-indépendance, nous avions été tous sur le continent africain, j'allais dire plutôt nos aînés, bercés par l'idéal ouest-africain, l'idéal panafricain, on se sentait très africain, tout et tout. Donc tout ça doit revenir effectivement par le biais de l'éducation, de la mobilisation des ressources, de cursus pédagogiques justement qui mettent en programme les acquis de la CEDEAO. Oui, la CEDEAO des peuples, effectivement, elle doit exister, elle devrait exister, et une fois encore, les pouvoirs politiques feront leur part, les sociétés civiles feront les leurs, les journalistes feront les observateurs. Bref, je pense que c'est une cause commune pour nous tous. On ne peut pas laisser la CEDEAO mourir d'elle-même et penser qu'en réalité les hommes politiques ou les femmes politiques qui l'administrent ou qui la gèrent ou qui l'animent feront tout le job. En réalité, je crois que c'est une mission qui est partagée. Oui, la CEDEAO des peuples, elle doit exister. Et la conséquence de ce bras de fer entre la CEDEAO et les juntes militaires, ce sont ces velléités sécessionnistes, la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et l'annonce de la sortie de la CEDEAO. Est-ce que vous y croyez? Bon, déjà, effectivement, ces pays de l'AES qui ont décidé de sortir, bien sûr, dans les protocoles, dans le dispositif institutionnel, on ne quitte pas une organisation dont on a contractuellement signé, surtout que c'est des pays qui sont fondateurs de l'organisation. Je crois qu'il y a un délai de 1 an. Les juristes de la CEDEAO sauront mieux le dire que moi. On ne quitte pas comme ça, du jour au lendemain. On estime que puisqu'on y trouve plus son intérêt, quel qu'il soit, on la quitte. Mais symboliquement, ils l'ont quitté. Symboliquement, ils se sentent plus, je dirais, partisans de la CEDEAO. Je pense à rebours de ceux qui pensent qu'entre guillemets, il faut les laisser faire. Il faut bien sûr qu'ils aient créé leur groupuscule ouest-africain, entre eux, sahéliens, et qu'on verra jusque... Non, moi, je ne suis pas du tout pour cette idée. Je pense qu'effectivement, il serait plus intéressant de retravailler à les réintégrer, enfin ils sont pas à les refaire venir à la maison. C'est en ça que le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, il a eu un propos qui est très intéressant, qui n'a peut-être pas été assez relayé. Dans toutes ses premières annonces, il a estimé que la place donc de ces pays sahéliens était ouest-africaine et que lui travaillerait justement à les refaire venir dans la maison commune. Je trouve que c'est très très intéressant parce que on peut pas avoir donc j'allais dire des groupuscules qui se créent, parce que le risque que nous prenons effectivement c'est que d'autres pays qui à un moment ou à un autre peuvent estimer qu'ils ne trouvent plus leur compte dans la CEDEAO. Donc on aura des sous-groupes qui vont se créer au cœur de la CEDEAO et finalement la CEDEAO elle perdra totalement en identité, ce dont nous parlions tout à l'heure, et en légitimité. Non, je pense, en fait, c'est même pas, si vous voulez, totalement irréaliste qu'au cœur de la CEDEAO, que nous ayons peut-être même des sous-organisations d'ailleurs qui existent, que ce soit dans le Golfe de Guinée ou dans si, ça existe. Connaître des organisations, effectivement, des sous-organisations qui naissent au cœur de la CEDEAO, du moment où tout ça dynamise la CEDEAO, très bien, dynamise l'organisation, mais quand elles sont créées, j'allais dire, contre la CEDEAO, de façon que ce soit défensif ou offensif contre la CEDEAO, c'est là effectivement que la question effectivement de l'avenir de la CEDEAO se pose, et l'avenir donc de ces sous-groupes effectivement auxquels la CEDEAO, je dirais, porte un vrai préjudice à l'idée de l'intégration ouest-africaine. Et quelles conséquences l'effectivité de cette sortie pourrait avoir au niveau de la sous-région? Ah oui, il y a des conséquences qui sont très simples, qui peuvent être, j'allais dire, économiques, par exemple sur l'organisation des transactions financières, commerciales entre nos ports, entre nos aéroports, non. Et même sur la question de la mobilité, de nos passeports, effectivement, donc si on suppose effectivement que l'effectivité de ce dont vous me parliez, effectivement, entre le Niger, le Burkina et le Mali devienne quelque chose effectivement de vrai consolidé, ça va être très compliqué. Quelque part, effectivement, chaque pays sera obligé de façon très bilatérale donc de retourner
je dirais de façon bilatérale. Je dirais par exemple le Bénin, le Niger sera obligé donc de compléter pas des traités bilatéraux, l'organisation de tel ou tel domaine. Donc effectivement, c'est une possibilité, mais c'est une possibilité, j'allais dire, parcellaire, qui n'est pas intégrationniste. Donc effectivement, les conséquences sont visibles sur la sécurité. Aujourd'hui, nous partageons un certain nombre de frontières. Donc ce que la géographie et l'histoire ont aidé justement à ce que ces pays, effectivement, par l'histoire et la géographie, se mettent ensemble, la géopolitique, ou les calculs politiques sont en train de les défaire. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut suivre ce que l'histoire et la géographie ont mis en commun, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit nigérien, burkinabé, malien, béninois, togolais, ghanéen, nous partageons des frontières. Ne sommes-nous pas en train d'aller vers un enlisement du chantier de l'intégration? Ah bah totalement, si. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Déjà, c'était un chantier qui était qui n'était pas fini, qui n'était pas finalisé, qui nécessitait encore un certain nombre de coups de pioche. Et aujourd'hui, malheureusement, on commence à avoir de grandes failles, des grandes failles qui, j'allais dire même des failles spatio-temporelles, parce qu'elles ne répondent pas du tout à ce que pensaient les pères fondateurs de la CEDEAO. Oui, il y a ces failles, malheureusement, aujourd'hui, risquent de mettre en déliquescence le chantier de l'intégration. Donc, c'est pour ça, une fois encore, les pays de l'AES, les gouvernants de l'AES, les pouvoirs militaires de l'AES, j'espère peut-être qu'avec le temps, avec un temps peut-être c'est aussi un temps de croissance, c'est aussi, il faut aussi accorder peut-être aussi à ces pays de faire cette expérience. C'est peut-être issu de cette expérience que nous comprendrons, nous verrons jusqu'où cela irait, mais l'idéal, effectivement, l'AES, moi, en soi, pourrait exister du moment où elle n'est pas défensivement ou offensivement contre la CEDEAO. Et en attendant, la CEDEAO doit faire face à ces défis sécuritaires et le Sahel paye le plus lourd tribut. Quelle est selon vous la meilleure formule pour conjurer le mal? Le mal de la propagation des groupes armés terroristes, il ne date pas d'aujourd'hui, il date, je dirais, bien sûr à l'échelle du monde, il a toujours préexisté, mais les 2 dernières décennies que nous connaissons, surtout venant de la Méditerranée, descendant sur le Sahel, et le Mali a été l'épicentre, je dirais, de la violence terroriste. Aujourd'hui, ça s'est propagé au Burkina, au Burkina, au Niger, et même il y a certains pays du Golfe de Guinée comme une partie du Togo, du Bénin, du Bénin aujourd'hui qui sont dans l'œil du cyclone. Dans l'œil du cyclone. Pendant longtemps, ces pays effectivement avaient ces pays du Golfe de Guinée étaient plutôt confrontés à l'insécurité maritime. Aujourd'hui, ils sont obligés de lutter contre l'insécurité maritime, je dirais, sur leur bord. Et sur la frontière nord, effectivement, qui colle justement avec nos voisins sahéliens, sont aussi obligés donc de lutter contre les groupes armés terroristes. Donc tout ça, effectivement, dit que nous avons besoin d'une intégration, nous avons besoin de travailler en commun, parce qu'effectivement, même s'il y a des accords, même s'il y a des protocoles qui font que sur les questions sécuritaires de lutte contre les groupes armés terroristes, nous arrivons à nous entendre, mais aujourd'hui, je dirais que le travail, pour moi, il n'est pas effectif, parce que le fait que l'AES aujourd'hui ne soit pas forcément en concordance diplomatique avec certains pays ouest-africains, donc tout ça fait que effectivement les protocoles ou même la façon administrative donc de gérer toutes ces crises aujourd'hui, elle est un peu plus longue, elle est un peu plus lente, elle est un peu plus protocolaire. Ce dont nous avons, c'est surtout nous avons besoin de fluidité. Comme une fois encore, je vous le dis, on ne peut pas partager autant d'histoires, autant de géographie ensemble et nous laisser effectivement instrumentaliser par une géopolitique des pouvoirs qui parfois nous dépasse largement. Oui, la question de sécurité, elle est très très importante. La question de la lutte contre les groupes armés terroristes, contre les groupes terroristes aujourd'hui qui profitent de ces failles. Parce que toutes les fois que sur le continent africain, dans la région ouest africaine, qu'il y a ces problèmes inhérents à la politique, mais les grands bénéficiaires, c'est pas tant les jeunes militaires, c'est pas tant les pouvoirs civils démocratiques, c'est plutôt ceux qui profitent des failles. Donc, effectivement, il ne faut pas laisser le bénéfice à ces groupes d'émerger, parce que ce dont nous avons besoin, nous avons davantage besoin d'unité,
de solidarité et de panafricanisme contre ce mal endémique dont on sait qu'aujourd'hui a déstabilisé, a déstructuré des sociétés. Vous prenez par exemple le Mali, effectivement, qui a été ce pays de grande civilisation, qui a été martyrisé pendant des décennies. Le Burkina en subit les frais, le Niger aussi. Et une fois encore, nous avons bien fait de le rappeler, certains pays côtiers du Golfe de Guinée, malheureusement aussi, ne sont pas en reste. Donc, effectivement, je pense qu'une fois encore, le travail d'intégration sécuritaire est très important. Et les dirigeants de ces pays plaident pour une diversification de leurs partenariats pour relever notamment ces défis sécuritaires, une stratégie gagnante. Sur la diversification, une fois encore, des partenariats extérieurs, en gros, s'ouvrir davantage. Allez, disons les choses simplement, quitter le giron français, le giron des relations entre la France, quitter des relations, j'allais dire, traditionnelles, entre pays ouest-africains, ou pays ouest-africains francophones et la France. Oui. C'est un mot, c'est un concept qu'on voit de plus en plus agité. Même le président Bassirou Diomaye Faye, effectivement, dans ses premières annonces, a parlé davantage d'une diversification des partenariats extérieurs. Ce pour lequel je suis totalement d'accord. Il est très important que nos pays ouest-africains, nos pays africains en général, effectivement, puissent voir en guillemets ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, nous avons au fronton donc de nos frontières, au fronton de nos opportunités économiques, parce que ceux qui viennent, que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, ils viennent pas, c'est pas des philanthropes, ils viennent y trouver des intérêts. Donc effectivement, diversifions nos partenariats extérieurs, mettre dans l'intérêt de bénéficier, dans l'intérêt de nos bénéfices à la fois stratégiques, économiques, sociaux. C'est ça l'intérêt. On parle beaucoup, effectivement, on dit généralement que l'un des critères de l'AES ou des pays sahéliens, effectivement, c'est de mettre à bas la relation avec la France. Moi, j'en conviens, la perte d'influence de la France, si elle doit se faire au profit de l'influence africaine. Elle doit se faire au profit de l'influence... oui, justement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'au moment où la région, la sous-région est le théâtre des guerres d'influence de ces puissances, et avec à la clé la perte de terrain de l'ancienne colonie, la France, alors comment la CEDEAO, les pays, les nôtres, peuvent tirer parti de cette nouvelle donne au moment où on a pour elle les yeux de Chimène? Exactement. Et soyons de meilleurs Rodrigue pour le coup. Je dirais la chose suivante. On parle beaucoup effectivement de la Russie, qui aujourd'hui sur le continent africain avance parce qu'elle profite de la perte d'influence de la France. Et évidemment, la Russie est dans son rôle. Stratégiquement, toutes les puissances le font. Même les États-Unis profitent de la perte d'influence de la Chine, de l'Inde, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne. Je pense que ce qui est plus important pour nous, c'est de travailler avec tout le monde, mais en ayant, je dirais, comme boussole initiale nos propres intérêts. Les Chinois qui viennent sur le continent africain, ils sont là depuis plus de 20 ans, mais ils ne font que revenir. Quand on remonte à l'histoire, ils y étaient peut-être depuis plusieurs siècles. Les Russes n'ont pas découvert l'Afrique grâce à la paix. Non, ils y étaient depuis très très longtemps. La plupart des pays qui ont connu leur période marxiste-léniniste le diraient mieux que moi. Non, ce qui est plus important, que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, le Venezuela, l'Iran, les pays du Golfe Persique, c'est que chacun de nos pays puisse, sur le plan économique, sur le plan minier, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan diplomatique, puissent trouver leurs intérêts. Parce qu'il ne sert à rien, absolument, et une fois encore, je le dis une évidence, il ne sert à rien de quitter à grand renfort de publicité, de communication, le giron français pour se mettre sur un autre pavillon. Oui, justement, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, ne comporte-t-il pas un risque? Oui, si, justement. Et n'en déplaise à ces saints, sur le continent africain, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir plutôt des saints africains. Nous avons plutôt besoin d'avoir des leaders africains, des champions africains. Moi, je suis un grand partisan de l'intégration sud-sud. J'aurais bien aimé, par exemple, qu'on parle davantage de l'influence nigériane au Niger, qu'on parle de l'influence béninoise au Togo, qu'on parle de l'influence togolaise au Burkina. Parce que les meilleurs champions, pour moi, les meilleurs saints, entre guillemets, qui devraient effectivement dominer les scènes diplomatiques sur le continent africain, pour moi, sont sur le continent africain. Mais bon, l'histoire a fait que nous avons la France, nous avons la Chine, nous avons l'Union européenne, bref, nous avons des partenaires extérieurs dont on sait aujourd'hui qu'ils sont aussi
très spécifiquement en déliquescence sur leur continent. Oui, la Russie aujourd'hui, dont on nous dit qu'elle serait le nouveau Moïse du continent africain, pour moi, je mets ça en doute. La France aujourd'hui se bat effectivement à la fois avec ces questions de déficit économique, de dette publique, de sécurité publique. Elle a aussi ses propres problèmes. Les États-Unis, dont on sait aujourd'hui peut-être ce pays entrera peut-être dans un cycle diplomatique, dans un cycle économique, dans un cycle électoral très compliqué, avec peut-être l'avènement de Donald Trump très bientôt. Donc tous ces pays aussi ont leurs failles, ont leurs problèmes. C'est pas sur le continent africain qu'ils viendront trouver leur solution. Et c'est ce qu'ils font en fait, dès qu'ils viennent sur le continent africain. C'est pour leur croissance économique, c'est pour leur croissance stratégique, c'est pour leur diplomatie, c'est pour avoir davantage d'influence et d'impact dans le Conseil des Nations Unies. C'est à nous, pays africains, de nous rendre compte, je dirais, de nos avantages et d'être des chimènes plutôt, j'allais dire, de plus en plus exigeantes vis-à-vis de chacun. Monsieur Humpé, l'autre défi auquel la CEDEAO est confrontée, c'est la création de sa monnaie commune. Oui. En quoi cette réforme pourrait-elle booster le développement au sein de l'espace communautaire? Oui, effectivement, sur la question du franc CFA, effectivement, qui est un attribut, qui est un vestige de la colonisation et de la France en Afrique. Vous avez beaucoup de critiques sur le franc CFA. Les meilleurs spécialistes, on ne les entend pas. Les meilleurs économistes sur la CEDEAO, on ne les entend pas du tout. On attend davantage, je dirais, ceux qui font de l'écume sur la monnaie et qui estiment que oui, parce que c'est un vestige de la CEDEAO, ça serait encore le bras armé peut-être du ministère de l'économie français, et que effectivement tout ça mis bout à bout fait que le fameux ECO qui devrait naître aujourd'hui aurait encore beaucoup de peine. Dont l'effectivité est renvoyée en 2027. En 2027, et puis de vous à moi, peut-être qu'en 2027, ça sera encore renvoyé sine die. Non, je pense que le débat le plus important, effectivement, oui, nous avons certainement besoin d'avoir une monnaie. Non, je dis certainement, sûrement, intégralement, fondamentalement, nous avons besoin d'avoir une monnaie ouest-africaine ou même une monnaie africaine. Mais je pense que le processus vers lequel cela doit se mettre en place doit être mieux pensé. Il doit être pensé vraiment. Mais tant qu'il n'y a pas une intégration, tant qu'il n'y a pas, je dirais, une harmonie, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas avoir un écho juste pour 3 pays ou un écho pour... Non, il est plus important de laisser davantage les spécialistes, le meilleur de nos économistes, qu'on entend très très peu sur le continent africain. On attend davantage plutôt des agitateurs et qui conspuent le franc CFA, mais en même temps, mais qui ne sont pas force de proposition. Oui, nous devons changer de cycle, nous devons changer de monde. Le franc CFA est trop, je dirais, nappé, je dirais, de cette onde. Oui, vous êtes d'accord qu'on doit changer de cycle, mais avec les velléités sécessionnistes de l'AES et l'inflation à 2 chiffres qui frappe le Ghana, le Nigeria et les dettes publiques qui atteignent des niveaux records. Est-ce que la mise en œuvre ou l'entrée en vigueur de l'ECO à l'horizon 2027 ne serait-elle pas remise en cause à nouveau? Oui, je le pense clairement. Parce que là, effectivement, vous avez évoqué des critères qui sont des critères à la fois économiques, mais il y a aussi des critères politiques, il y a aussi des critères géopolitiques, il y a des critères, je dirais peut-être même d'intégration. Il faut qu'on réfléchisse à avoir des standards. Les standards, dès que les standards sont respectés par les uns et les autres, on se dit ok, nous pourrions faire cause commune vers une monnaie commune. Aujourd'hui, la marche vers la monnaie commune, de mon point de vue, elle est encore très haute. Mais cela ne nous exonère nullement pas d'y travailler. Il est très important que dans les cycles qui viennent, pour les générations qui viennent, qu'on laisse le franc CFA, parce que le franc CFA, une fois encore, c'est un vestige de la France-Afrique, c'est un vestige de la colonisation, et malheureusement, aujourd'hui, il est beaucoup emporté, il est beaucoup canalisé, beaucoup instrumentalisé par des forces occultes qui, en réalité, ne font pas de propositions, disent juste, quittons le franc CFA, mais pourquoi? Le franc CFA, non. C'est pour ça que moi, j'encourage vraiment le meilleur de nos économistes ouest-africains à travailler, à avoir une monnaie éco solide et surtout une monnaie intégrationniste. Si on n'a pas une monnaie intégrée pour chacun de nous, ouest-africains, ça va être très compliqué. Donc la question des standards économiques, elle est très essentielle, mais au-delà des standards économiques aussi, il y a aussi la question de la sécurité, de la paix, de la diplomatie, de la libre circulation des biens et des personnes, et surtout pour nos hommes d'affaires, nos acteurs économiques, il faut qu'ils y retrouvent leur compte. Éco, bien sûr, mais éco de façon intelligente et de façon progressive. Et c'est l'appel de Régis Humpé, géopolitologue, directeur et fondateur d'Interglobe Conseil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.